maintenant, je vais appeler pour débattre jusqu'à peu près 13h, 13h15 les intervenants de cette première table. J'appelle Monsieur Paul-Henri Anton-Mattei, qui est avocat, professeur de droit à l'Université de Montpellier et qui est un habitué de nos séances. Alain Griset, le président de l'U2P, Emmanuel Le Chypre, que tout le monde connaît, journaliste à BFM et qui est aussi responsable du Centre de prévision de l'expansion. Si vous voulez bien monter les uns et les autres et vous installer au pupitre. Jean-Charles Taugourdeau, qui est député du Maine-et-Loire, Les Républicains. Et trois grands témoins que vous connaissez tous. Philippe Gartner, vice-président délégué santé de l'UNIAPL. Michel Picon, vice-président délégué technique et cadre de vie de l'UNIAPL, et Denis Rénal, qui est le président de la commission économique et fiscale de l'UNAPL. Messieurs, prenez place. Si, pardon. Alors, effectivement, où sont les femmes, vous dites? Oui, d'accord. La femme vient de parler. Non, il y avait une autre personne. Oui, il y avait une autre. Il y avait un intervenant, une femme qui était prévue, Madame, une députée de La République En Marche, mais les circonstances, si vous me permettez cette expression, ont fait qu'elle a décliné l'invitation. Donc, je vous propose de procéder ainsi. Chacun, vous allez nous donner votre sentiment sur 1 an, 18 mois de réforme, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui était dans ces lieux d'ailleurs pour le congrès de l'UNIAPL il y a 3 ans. Et vous donnez notre sentiment chacun de l'ordre de 2 à 3 minutes, et puis après on engagera la conversation, et je vous ferai rebondir les uns les autres sur vos interventions. Qui est-ce qui veut commencer? Peut-être Emmanuel? Allons-y. Allez. Je vais peut-être élargir le champ par rapport au propos d'Agnès, qui a été, à mon sens, légèrement dramatisante et qui a refusé de voir quand même quelques bonnes choses. J'ai rarement vu Agnès très souriante sur la qualité. Quand il s'agit d'argent, effectivement. Non, je voudrais juste élargir. Alors d'abord, considérer quand même que depuis 18 mois, on a quand même été soumis à un flot de réformes extrêmement important. Je vais vous citer celles qui me paraissent les plus importantes, mais je ne suis même pas sûr de ne pas en oublier, vous concernant. Évidemment, la loi Pacte, la réforme du marché du travail, la réforme de l'apprentissage et de la formation, la réforme fiscale, le prélèvement à la source, effectivement, même si on peut peut-être pas forcément le mettre sur le même niveau que les autres, suppression du RSI, réforme de la santé, etc., etc. Donc ça fait quand même beaucoup de chantiers. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces réformes, essayer juste de tirer quelques impressions générales. D'abord, c'est que quand même, dans la volonté, dans l'état d'esprit, dans la philosophie, il y a quand même quelques-unes de ces réformes qui vont plutôt dans le bon sens. Si on prend la réforme fiscale, par exemple, avec la suppression de l'ISF, la fiscalité à 30% sur les revenus du capital, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Dans la loi Pacte, rappelons que c'est quand même la première loi qui, depuis très longtemps, n'ajoute aucune contrainte pour les entreprises et qui essaye finalement de déblayer les graviers qui empêchent les entreprises un petit peu d'aller plus vite sur la route. La réforme du marché du travail, c'est quand même, notamment avec le plafonnement des indemnités prud'hommes, il y a quand même des choses intéressantes. Ça, c'est la deuxième impression. Donc, deuxième remarque, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Troisième remarque, malheureusement, beaucoup de ces réformes ne vont pas assez loin par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Autre faiblesse, à mon avis, c'est que beaucoup de ces réformes impliquent un changement important de mentalité de la part de beaucoup d'acteurs, et notamment de la part de la haute administration, dont vous pouvez comprendre, à travers tout ce qu'on voit, que c'est sur elle que se concentre finalement le mécontentement des Français.
Et si Emmanuel Macron est sans doute aussi détesté aujourd'hui, c'est sans doute qu'il y a une espèce d'incarnation physique de cette haute administration qui, depuis 30 ans, finalement, ne répond pas aux attentes, des Français. Et qui font que finalement, derrière ce qu'on peut considérer comme étant des bonnes intentions, on a au final un président de la République qui travaille de façon beaucoup trop technocratique. Et malheureusement, c'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron, plutôt que d'être... il nous avait promis un nouveau monde, et en fait, c'est la quintessence de l'ancien monde. C'est-à-dire que toutes les réformes auxquelles on a assisté, c'est toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire un problème, une loi, une taxe. Voilà. Et ça n'a pas changé. On reste dans la haute technocratie, et peut-être plus que jamais. Autre reproche qu'on peut lui faire, c'est la verticalité, c'est-à-dire il nous avait promis la concertation, etc. Pas du tout, il décide tout seul. Vous ne pouvez pas vous couper de tout le corps social, vous ne pouvez pas vous couper des élus locaux, vous ne pouvez pas vous couper des corps intermédiaires. Ça, c'est embêtant. Et puis quand même, une fois qu'on a dit que beaucoup de réformes allaient dans le bon sens, que beaucoup n'allaient pas assez loin, si en le disant un peu méchamment, on peut dire que beaucoup de ces réformes sont même ringardes. C'est-à-dire, encore une fois, on l'a dit, la taxe, comme si la taxe était la seule réponse à tous les problèmes. Et effectivement, on voit que sur beaucoup de sujets, c'est difficile de penser un peu out of the box, quoi. C'est-à-dire d'aller vers la nouveauté. L'incarnation de ça, pour moi, c'est la réforme de la santé. C'est-à-dire, quand vous voyez les réformes de la santé qui sont lancées à l'étranger, quand on voit la façon dont on réfléchit à l'humanisation technologique de la santé, par exemple, à l'étranger, considérer que c'est en embauchant quelques milliers de super secrétaires médicales qu'on va résoudre la problématique de la paperasserie, de l'administration, etc., je trouve ça un peu ringard. Moi, honnêtement, de toutes les réformes, celle que je trouve qui vraiment va dans le mauvais sens, c'est la réforme de la santé. Je vous ai cité les autres. Honnêtement, elles vont plutôt dans le bon sens. Moi, je suis très inquiet de cette réforme de la santé, qui n'est rien d'autre qu'une étatisation, finalement, de notre système de santé. Et alors qu'on prétend sauver ce modèle français de la santé, qui est pour moi le meilleur du monde, on va vers un système, en fait, à l'anglaise, c'est-à-dire, en gros, une santé de qualité moyenne pour l'essentiel de la population et une santé de très haute qualité pour les gens qui en ont les moyens. Et ça, pour moi, ce n'est pas le modèle français. Et donc, je pense que là, on touche à quelque chose de majeur et sans forcément s'en rendre compte parce que c'est un sujet complexe. Donc, à la limite, moi, c'est le sujet qui, fondamentalement, m'inquiète le plus. Alors, le sujet prélèvement à la source, tout ça, c'est des problèmes techniques, effectivement. Agnès en a parlé. Merci, Emmanuel. On va donner la parole à Jean-Charles Taugourdeau. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du Maine-et-Loire. Quel est votre regard? Est-ce que vous partagez celui d'Emmanuel? Oui, beaucoup. Puis pour mieux me situer, je ne suis pas fils de sénateur, je suis fils de médecin de campagne de l'ancien monde, ceux qui travaillaient 365 jours par an, 7 jours sur 7, sans remplaçant, et à la campagne. Donc voilà. Il a effectivement été sénateur et 2 fois 3 ans député. Mais vous voyez, on parle aussi, je partage tout ce qu'a dit Emmanuel, il n'y a pas de souci, ce qu'a dit Agnès aussi. Et je voulais vous expliquer peut-être des choses qui vous échappent. On parle souvent de formation professionnelle, et il en est question. Et puis il y avait la table ronde, j'ai lu le journal ce matin. Vous lisez des bons journaux. Bah, c'est ça. Mais la formation... Et là, vous avez 350 députés qui sont entrés dans l'hémicycle avec plein de bonnes idées, une conscience, une belle conscience, une belle envie. J'avais la même envie en 2002 quand j'ai été élu la première fois député. Sauf que le député, le législateur, c'est quand même hallucinant. Imaginez que vous monteriez dans un avion, dans un 747, un gars qui vient d'être embauché à Air France et on va lui dire, vous pilotez l'avion de Paris à New York. Le législateur... Le député qui coûte le plus cher, c'est celui qui vote des mauvaises lois. Mais vous n'avez aucune formation. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour qu'on ait 3 mois de formation. On est élu en juin, la session ordinaire elle démarre le 1er octobre, et qu'avant le 1er octobre, on ne touche surtout pas à un texte de loi avant d'avoir été formé. Mais finalement, vous avez un système qui est blindé parce que pourquoi on ne nous forme pas? C'est pour qu'on n'y comprenne rien, et puis qu'on continue à voter à peu près ce que veut l'exécutif. Et aujourd'hui, j'ai écrit à tous mes collègues pour dire qu'il est urgent
que le législateur assume la séparation des pouvoirs et assume les pouvoirs qui lui sont conférés et dévolus par la Constitution, à savoir sanctionner le gouvernement quand ça ne va pas. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors, les réformes, comme disait Emmanuel, elles vont dans le bon sens, mais moi je dis qu'il y a longtemps que Bercy a inventé l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on vous donne 2 € d'une main, et puis on vous reprend 2 fois 1,10 € de l'autre. Et vous n'en apercevez pas tout de suite. Mais ça finit par quand même, aujourd'hui, les gens s'en aperçoivent. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de portes ouvertes, mais je l'avais malheureusement écrit dans mes documents de campagne électorale, parce que ça a été compliqué de se faire réélire la dernière fois, tellement les gens étaient séduits par Emmanuel Macron, qui leur a menti. Il a menti aux Français parce qu'il leur a dit « je vous ai compris, on va faire la liste de tout ce que vous voulez qu'on fasse, on va le faire, je vous promets qu'on va le faire ». Puis il s'est fait prendre là en photo, les bras en croix. Donc il était là pour sauver la France. Comme tous les autres avant lui. Oui, non, mais je discute... Ah non, mais je discute pas. Comme quoi, on est toujours dans l'ancien monde. Voilà, et on est toujours je confirme qu'on est toujours dans l'ancien monde. Voilà, on aura l'occasion de redire d'autres choses tout à l'heure, peut-être en... D'accord. Merci à vous. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les retraites. Si vous voulez bien, on va se concentrer cet après-midi sur ce sujet un peu plus. Parce que si on l'évoque ce matin, cet après-midi, ça fait beaucoup. Je préférais qu'on évoque les autres sujets qui vous préoccupent en cette matinée. Je vais donner la parole à monsieur Alain Griset, donc le président de l'U2P. Très bien. Tout d'abord dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. L'UNAPL est un des 4 membres de l'U2P et vos représentants sont extrêmement actifs dans l'ensemble des négociations que nous menons avec un objectif, un seul, c'est de faire que l'environnement fiscal, social et réglementaire de nos professions soit conforme au fonctionnement de nos entreprises. Avec l'idée que quel que soit le métier, puisque à l'U2P on a plus de 600 métiers, avant tout, malgré tout, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, quel que soit l'investissement et l'amour qu'on a dans nos métiers, on a derrière les mêmes règles d'une entreprise, des cotisations sociales, une réglementation, des impôts et de la retraite. Et donc, l'U2P, son rôle principal, c'est de façon transversale porter les messages de l'ensemble des confédérations qui y sont membres, de façon à ce que la vie quotidienne des entrepreneurs qu'on représente, 2 300 000, soit meilleure. Alors, sur ce qui s'est passé depuis 18 mois, sachant que mon propos devrait être prudent, parce qu'à partir de maintenant, on ne sait pas la façon dont tout va évoluer. Hein. Vous avez de la chance, vous parlez plutôt de ce qui s'est passé. Oui, hein, mais je vais être prudent, parce qu'on peut remettre en cause de ce qui s'est passé. On est avant samedi. Voilà. Et il peut y avoir une remise en cause le dimanche de ce qui s'est passé depuis 18 mois. Mais néanmoins, peut-être, si Emmanuel me le permet, un petit peu nuancé, parce qu'il a cité des lois qui, en réalité, ne sont pas encore votées. Pacte n'est pas voté. Et encore une fois, ce qui va se passer samedi, il est possible que ce qui est dans Pacte aujourd'hui soit un peu modifié. La loi à la formation, elle a été votée, mais les décrets ne sont pas encore tous sortis, donc elle n'est pas applicable. Donc tout ça, ça ne se voit pas dans nos entreprises. L'élément qui se voit dans nos entreprises, c'est ce qui concerne la loi travail, sur lequel nous avons été extrêmement actifs. Et je dois dire qu'on a sur la loi travail 2-3 éléments qui sont positifs. Je ne vais pas dire que le Code du travail est formidable, mais l'élément positif, d'abord, Oui. C'est qu'on n'a pas d'obligation dans les entreprises entre 11 et 20 d'avoir un délégué du personnel, ce qui était le cas avant. C'est qu'aujourd'hui, au prud'homme... Vous auriez quand même aimé que le seuil de 10 salariés saute. Sans aucun doute. D'ailleurs, c'est dans l'actualité, dans la loi Pacte. Parce qu'on parle de faire sauter le seuil de 20, mais nous, c'est le seuil de 10 qui nous concerne. Mais naturellement, le seuil de 10 concerne tellement d'entreprises, c'est le plus important. Ils disent qu'ils vont faire sauter un seuil, mais le 20, en réalité, c'est pas grand-chose. Bon. Donc, sur la réforme du Code du travail, le fait que le fond prédomine sur la forme est tout à fait essentiel. Beaucoup de nos collègues ont perdu parce qu'ils n'avaient pas respecté cette forme. Et puis, la limitation des indemnités en cas de condamnation, c'est 3 éléments qui étaient essentiels pour nous et qui ont été pris en considération. Je vais dire quand même, si vous permettez, un petit mot sur les retraites, parce que, comme je ne serai pas l'après-midi, je veux le dire parce qu'avec Michel, l'U2P, on a souhaité associer clairement les professions libérales dans la négociation. Nous participons tous les 15 jours, Michel, à une réunion avec Jean-Paul Delevoye et ses collaborateurs, parce qu'il est évident que les professionnels libéraux ont une particularité dans le cadre de la retraite,
parmi l'ensemble des indépendants. Et que donc, notre objectif, il est très clair, c'est naturellement pas avoir de majoration supplémentaire de cotisation, très clairement, et on a tous en ligne de mire cette question des réserves, avec la question des complémentaires, et Michel... 26 milliards d'euros 21, 22, enfin autour de 25. Michel a beaucoup porté cette idée que le fait de passer à 3 passes dans le régime de base était en gros la confiscation du choix de l'indépendant. Puisque si on dit on passe à 3 passes, 120 000 euros, bon, je vous souhaite à tous d'être au-dessus de ce revenu, mais on constate qu'il y a 350 000 Français seulement qui sont au-dessus de 120 000 euros. Ça veut dire que tous les autres, en dessous de 120 000, ils n'auront plus de choix. Ils seront au régime général avec une cotisation qui sera fixée d'avance. Et donc, le choix d'un indépendant de dire en complémentaire, je veux pouvoir m'assurer de telle ou telle façon, va quasiment disparaître pour tout le monde. Et donc, on porte ce message. Très honnêtement, ça fait partie des lignes rouges aujourd'hui du gouvernement. Hein. Les lignes rouges sur la réforme des retraites, c'est de dire on passe d'un système par trimestre à un système à points. Et nous, d'ailleurs, on pose la question, mais attendez, système à points, pourquoi pas, mais qui fixe la valeur du point? Qui fixe la valeur du point? Parce qu'on vous dit à 20 ans, vous avez un point qui vaut 1. Si, quand vous arrivez en retraite à 65, votre point vaut 0,2, bon, on peut se poser la question. Donc, qui fixe la valeur du point? Et naturellement, pour nous, l'autre question, c'est quel montant de cotisation? Parce que c'est vrai, il y a des différences aujourd'hui. Et la troisième question, on a souhaité que ça soit limité à 1 pass et demi, même si aujourd'hui, les 3 passes font partie des éléments qui sont quasiment intouchables, au moins aujourd'hui, de la part du gouvernement. On posera ces questions cet après-midi à l'intéressé. Il s'appelle Jean-Paul Delevoye. Je vais donner la parole, merci Monsieur Griset, je vais donner la parole à Monsieur Anton Mattei. Il y a une question qui est intéressante, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre immédiatement. Les entreprises libérales pourront-elles encore agir sur la formation et les compétences de leurs salariés dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle? Merci Monsieur Tréa. Alors avant de répondre précisément à cette question, c'est quand on traverse la tempête, mesdames et messieurs, qu'il faut retrouver le cap et les fondamentaux. Le pays vit un moment difficile. Il s'agit de resituer les réformes sur un axe majeur qui a du sens. La politique sociale qui a été menée, elle a du sens parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a été engagée en 2004. C'est une politique européenne dite de flexi-sécurité. Elle est facile à expliquer. Elle n'a pas été expliquée à nos compatriotes. C'est une politique qui consiste à permettre aux entreprises de s'adapter, car nous rencontrons les plus grands défis que l'humanité n'ait rencontrés au cours de ce XXIe siècle. Ce sont les défis des mutations technologiques, de la révolution numérique, de l'intelligence artificielle, qui modifient non seulement les organisations du travail, mais la perception même du travail par les jeunes générations. Il faut donc offrir aux entreprises la possibilité de s'adapter en permanence en ayant des règles qui sont déterminées au plus près du terrain par le jeu de la négociation collective. Ça a commencé en 2004, tous les gouvernements se sont inscrits dans cet axe-là, les ordonnances Macron accélèrent en faisant primer l'accord d'entreprise. Donc oui, ça, pour reprendre l'expression de M. Chiffre, ça va dans le bon sens parce que c'est le sens de l'adaptabilité, c'est le sens de la raison, c'est le sens de la logique. Ensuite, nous avons inventé un concept extrêmement intéressant, les partenaires sociaux, vous, avec les organisations syndicales, la sécurisation des parcours professionnels et les professionnels libéraux en seront les bénéficiaires. C'est-à-dire que nous n'allons pas construire simplement un système où nous donnons des garanties aux travailleurs en emploi. Nous allons nous préoccuper de l'ensemble de la carrière, avec le concept de portabilité, avec le concept de compte, parce que nous savons d'ores et déjà que la jeune génération aura plusieurs employeurs, aura plusieurs statuts juridiques. Et c'est fini le temps où l'on pouvait dire à un jeune, tu auras un CDI, 43 ans dans une entreprise, tu finiras avec le pot de départ à la retraite, le vélo pour les hommes pour s'entretenir, et les filles, le spa. Professeur, ça c'est pas pour nous. Nous sommes ce que j'ai appelé les abeilles, les nomades. 3 ans chez l'un, 4 ans chez l'autre, tantôt indépendants, tantôt salariés, oui, des périodes de formation, et peut-être après de chômage. Et là, nous avons commencé à construire utilement, intelligemment. Et vous comprenez pourquoi les réformes sociales qu'amplifie M. Macron, finalement, sont passées, parce qu'elles ont du sens.
Et acte 1, c'était l'année dernière, adaptabilité. Vous avez parfaitement souligné les apports pour les TPE. La ministre, le 30 août 2017, avec le Premier ministre, ont insisté. La réforme n'est pas pour les grands groupes. La réforme, elle est pour les TPE, PME. Et démonstration. Dans les entreprises de moins de 11, dans les entreprises de 11 à 20 où il n'y a pas d'élus, vous pouvez, vous, chef d'entreprise, proposer un projet d'accord avec une ratification aux 2/3 sur des questions aussi pratiques que la durée du travail, la rémunération, l'épargne salariale. À l'heure qu'il est, plus de 600 accords ont été conclus dans ces structures-là. En revanche, la politique fiscale française, pardon, la politique des prélèvements obligatoires en France, elle est incohérente depuis des années. Elle est injuste depuis des années. Nous avons multiplié les niches fiscales et nous avons oublié. Là, on va voir, c'est le rendez-vous de la France, qu'avant de parler de prélèvement, il faut parler de dépenses. Il faut revoir le fonctionnement complet de l'État, non pas pour faire une opération moins 300, moins 400, moins 500 000, ça n'a aucun sens. J'ai dirigé un établissement public. Nous avons des règles héritées de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas su moderniser le fonctionnement de l'État pour répondre à la qualité des missions. Alors on cherche des boucs émissaires en permanence. Le gouvernement, pour se sortir, je ne sais pas s'il y arrivera, de la crise grave que nous traversons, annonce pendant 2 mois ou 3 mois une large concertation sur dépenses, recettes. Eh bien allons-y, disons tout. Mettons tout sur la table. Est-ce que le pays est prêt à le faire? Tant pis, nous n'avons pas le choix. Et là, je pense que nous aurons le moyen de construire de manière courageuse une politique de prélèvement obligatoire qui partira des fondamentaux, à savoir qu'est-ce que nous souhaitons en termes de prestations sociales au XXIe siècle, qu'est-ce que nous souhaitons comme dépenses publiques et système d'organisation, avec le chiffre que tout le monde connaît. Ce qui m'étonne, c'est qu'Agnès Verdier-Molinier ne l'ait pas rappelé, 56,5% de dépenses publiques, et tout le monde est mécontent du fonctionnement en service public, à commencer par les fonctionnaires eux-mêmes, qui sont dans une situation compliquée. Attendez, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est quand même une excellente nouvelle. Parce que je vous rappelle que Laquelle nouvelle ? Cette nouvelle que les gens prennent conscience oui, que le rapport coût-efficacité de la dépense publique n'est pas bon. Parce que je vous rappelle quand même que pendant des années, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu, en voyant les pauvres flics dans leur bagnole pourrie, les pauvres enseignantes avec leur classe de 35 gamins et les pauvres infirmières épuisées, les gens pensaient quoi? Les gens pensaient qu'on ne dépensait pas assez. Et la révolution psychologique qu'il a est peut-être encourageante, c'est de se dire que les gens prennent enfin conscience que le rapport qualité-prix de leur administration n'est pas bon. Et ça, pour moi, vous voyez, j'y vois presque un progrès. Mais vous avez raison. C'est la raison pour laquelle les 3 mois qui viennent sur ce débat-là sont les 3 mois essentiels pour le pays. Je vous remercie. Merci. Merci de votre énergie également. Je vais passer la parole à Philippe Gartner, le vice-président délégué santé de l'UNAPL. Merci, bonjour à tous. On va prendre vos questions, hein, n'hésitez pas à en envoyer surtout. Alors, à ce stade, en essayant de ne pas reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites, on va éviter de doublonner. Moi, je vais essayer de me contenter de deux thématiques. Celle du social, puisque c'est les fonctions qui m'ont été confiées dans le cadre de l'UDP, dans la présidence de la commission. Et parce que je vois aussi les questions qui passent, je reprendre aussi un petit peu la formation au travers des opérateurs de compétences et des inquiétudes qui naissent de là, puisque là aussi, l'UDP a bien voulu me confier la négociation avec les confédérations que nous avons terminée ce matin dans cette maison à 11h moins le quart, pendant que vous étiez en atelier. Alors, je crois que la première chose aujourd'hui à laquelle on est confronté pour nos entreprises, c'est la multiplication des changements. Et que quand on a affaire à de grandes entreprises avec des services nombreux, juridiques, DRH, etc., je crois que déjà à ce niveau-là, il n'est pas toujours facile de prendre en compte tous les changements. Quand sur nos entreprises, pour des gens qui sautent au quotidien
dans le travail, dans le rôle de chef d'entreprise, dans le rôle prospectif de comment organiser nos entreprises pour demain et qu'on nous change les modalités du RSI, les retraites, la formation, tout ce qui relève du côté fiscal, mais là je laisse mes collègues en parler, la réforme du chômage, la réforme de la médecine du travail, des indemnités journalières, et j'en passe, je crois que le temps d'appropriation est un véritable problème. Aujourd'hui, un élément important de ce que nous vivons dans notre pays, et ça a déjà été dit, c'est le manque d'explication et de pédagogie qui est un élément majeur, et on a toujours tendance, chacun dans nos places, parce qu'on devient quelque part expert d'un petit morceau, penser, croire que tout le monde a la même expertise. Et la capacité d'analyse et de repérer dans tous ces textes ce qui est favorable ou défavorable. Ça vient d'une absence de dialogue, ça Hmm? Ça vient d'une absence de dialogue social, ça. Je pense qu'il y a très clairement un manque de dialogue. Il y a eu une volonté très claire d'écarter les corps intermédiaires. Hein, ça, c'est une vraie volonté. Hein. Quand on suit un certain nombre de dossiers dans mes fonctions, je vais rester encore une fois que là, qu'à la veille d'une dernière journée de négociation, une ministre se permet de dire, avant qu'on termine, ce que vous avez fait n'est pas bon et je vais le reprendre différemment dans la loi, c'est aussi prendre le risque à un moment, et même si je ne partage pas les choix qui sont faits par certains dans la rue, d'avoir une rébellion intellectuelle par rapport à ce genre de considération. Donc ça, ce sont des vrais problèmes. Aujourd'hui, les corps intermédiaires doivent retrouver une place pour permettre les orientations en discussion avec la haute fonction publique qui gouverne notre pays, très clairement. Donc, ce temps d'appropriation, alors après, si on fait un balayage rapide des mesures, effectivement, il y a des mesures qui sont clairement favorables. Quand on regarde la volonté de remettre la branche au centre du dispositif de négociation dans les entreprises, donc branche et niveau entreprise, il y a les deux qui ont été repris, c'est l'équilibre entre ces deux choses par rapport à des accords nationaux interpro qui, des fois, ont souvent été faits quand même au détriment des TPE pilotées par d'autres grandes organisations patronales. On peut effectivement dire que dans les lois travail, pour une fois, effectivement, on a tenu compte des TPE. Et ce sont des éléments importants, comme ça a été dit. Les accords d'entreprise accessibles aux 2/3, c'est une avancée. Mais là, encore une fois, entre le concept et la réalité, on voit que ça monte en puissance, puisque vous avez dit qu'on est à 600, vous comprenez bien que, encore une fois, quand on n'a pas tous les services d'appui, et c'est là que nos organisations ont toute leur importance, c'est comment faire en sorte que les gens puissent, là, encore une fois, s'approprier les dispositifs. La barémisation des licenciements est, pour une TPE qui n'a pas de service juridique, un élément sécurisant. Il faut bien savoir que, encore une fois, je l'ai souvent dit, d'arriver à un licenciement, c'est un échec, parce que c'est se séparer de quelqu'un qu'on a choisi. Mais ne pas avoir la capacité de décider, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener, est un double échec, non seulement vis-à-vis de la personne avec qui on est en conflit dans l'entreprise, mais qui risque d'être un conflit sur la totalité de l'entreprise au terme de la mauvaise ambiance, du fait de la taille et de la petitesse des entreprises. Donc effectivement, c'est un point qui permet à nos chefs d'entreprise de voir un peu les évolutions. Un petit mot quand même sur un autre terme, c'est celui de la formation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. D'ailleurs, vous pourrez peut-être répondre aussi à la question en même temps. Voilà, je vais en profiter et l'aborder comme ça. Donc effectivement, il y a quelques la question, mois... c'est, les entreprises libérales pourront-elles encore agir sur la formation et les compétences de leurs salariés ? Bah Telle est oui, la question. En tous les cas, le combat et la négociation que nous avons menée, et je considère que là aussi, le combat est vraiment un combat commun qu'on a mené entreprise libérale, entreprise de l'artisanat. Et juste pour que tout le monde comprenne bien, il faut savoir que quand on est président d'une organisation, moi je préside la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et que quand il faut choisir entre l'OPCA proximité et l'OPCA santé, que l'on envoie un sondage dans la nature, bien sûr, tout le monde, par noblesse, va répondre « il faut aller à l'opérateur de compétences santé ».
on ne va pas se mélanger avec les bouchers, charcutiers ou les boulangers. Ça, c'est le premier réflexe. Mais si demain, nous souhaitons avoir une possibilité d'action dans le domaine de la formation, donc ma réponse est oui. Elle est oui si on arrive au bout de ce que nous avons mené. C'est de donner une possibilité à l'ensemble de nos professions, artisanales et libérales, de retrouver dans un ensemble où la problématique de la petite entreprise, et qu'on soit boucher, charcutier, coiffeur, taxi, pharmacien, médecin, pour nos entreprises, ce qui est important, c'est d'aller chercher les orientations des fonds telles que l'a défini la loi. Or, les fonds de la formation seront destinés aux entreprises de moins de 50, pour les fonds légaux, et à l'apprentissage. Si je me mets dans un opérateur de compétences santé, au milieu d'établissements, en dehors de la noblesse de son nom, j'aurai affaire à des établissements qui n'ont pas d'entreprise de moins de 50, ou quasiment pas, et quasiment pas d'apprentissage. Comment voulez-vous que dans ce cadre-là, on puisse défendre les intérêts des salariés de nos entreprises, de nos propres entreprises? Donc c'est vrai qu'on fait vite un amalgame entre les choses et qu'il faut expliquer, là encore, et peut-être que nous ne mettons nous-mêmes pas assez de pédagogie dans un certain nombre de démarches, mais on voit bien que tout ce côté de la communication est aujourd'hui essentiel pour avancer. Donc j'espère que ce que nous menons ensemble aboutira pour que nos entreprises puissent effectivement défendre ensemble les intérêts de ces typologies d'entreprises. Ah, c'est un sujet qui va faire débat, à mon avis. On peut peut-être préciser que la conception de l'OPCO 10, qui est appelée comme ça, c'est de dire que c'est la branche qui détermine la politique de formation qui la concerne. Donc on peut avoir 50, 60, 70 branches. Au bout du compte, chaque branche va déterminer, et c'est sur ce principe qu'on construit cet OPCO 10. Et donc naturellement, chaque branche dans l'OPCO 10 aura son autonomie, ce qui ne sera sûrement pas le cas dans les OPCO dans lesquels il y a les très grands groupes qui sont dedans. Vous voulez, avant de passer la parole aux deux personnes qui n'ont pas encore, sont pas encore exprimées, Monsieur Tougourdeau, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Il y a juste un petit problème, c'est qu'on a tellement compilé les branches que dans les branches, maintenant, il va y avoir des métiers qui n'ont rien à voir entre eux, quoi. Et les députés s'en sont aperçus, puisqu'ils ont même créé une association députés employeurs, puisqu'ils se sont aperçus que leurs collaborateurs ne faisaient pas une branche. Et pour faire une pseudo-convention collective à l'Assemblée nationale, ils se sont inventés donc, un accord collectif à deux, puisqu'ils n'ont que 2000 salariés. Non, mais c'est important tout ça. Donc, je vous dis, beaucoup de choses ont changé. Monsieur le professeur, tout à l'heure, vous parliez de l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, il est bien dans les textes, mais l'accord d'entreprise ne permet toujours pas à une entreprise qui a une activité ultra saisonnière de déroger aux durées légales et notamment de repos compensateurs. Ça permet toujours pas aux chefs d'entreprise d'être dans les clous, et de toute façon, l'accord d'entreprise ne sera que ce qu'en feront les chefs d'entreprise. Et ben, quand on a une entreprise de 3-4 salariés, on n'ose pas forcément affronter l'inspecteur du travail, même avec le texte de l'eau à côté. Alors, je donne la parole à Michel Picon, vice-président délégué technique et cadre de vie de l'UNAPL. Bien, écoutez, effectivement, une avalanche de réformes qui, sur le terrain, puisque je suis ici témoin, non plus en qualité de témoin et de chef d'entreprise, de profession libérale, je suis agent général d'assurance avec 14 salariés. Et donc, comment, sur le terrain, on perçoit cela? Et ma présence ici est plus sur cela que celle de vice-président de notre organisation. Eh bien, tout ça est extrêmement compliqué sur le terrain. Parce que oui, l'accord d'entreprise permet beaucoup de choses. Ce que nous attendions, nous, c'était peut-être un peu plus de simplicité dans les choses. Parce que un accord d'entreprise, ça se prépare. Donc, c'est dans les branches qu'on va nous aider, nous guider à faire ça. Et donc, pour l'instant, dans les entreprises sur le terrain, les choses sont perçues de manière un peu lointaine et pas forcément de nature à modifier ou faciliter notre activité. Moi, je voudrais mettre un point là-dessus. Alors, ces réformes, elles vont dans le bon sens. Lorsque l'ensemble des petites entreprises que nous sommes se les seront appropriées, peut-être que des choses évolueront. Mais aujourd'hui, ce qui n'a pas changé, malgré tout, c'est la confiance. C'est cette espèce de suspicion permanente que l'administration fiscale
social au niveau des URSSAF, et je sais de quoi je parle, je suis administrateur de l'ACOS, je représente l'UNAPL au sein de l'ACOS. Ce harcèlement quotidien, ça n'a pas changé. Et le président Macron, lors de son arrivée, semblait avoir perçu ce besoin. Alors il y a une loi confiance, il y a la confiance a priori, mais tout ça, dans la pratique, ça ne bouge pas. Il y a aussi la loi Pacte, elle est en cours de vote. Bon, on baisse l'impôt sur les sociétés. Pour la plupart des professionnels libéraux, on ne sait pas ce que c'est que l'impôt sur les sociétés. Parce que vous êtes... oui, il y a beaucoup d'entreprises individuelles, je veux dire. Oui, bien 70%, c'est ça? Bien sûr, et qui sont au BNC. Or, au BNC, vous êtes imposé sur la totalité... Et ça, vous le lui avez dit? Bien sûr que nous l'avons dit. Nous l'avons dit partout, mais Bercy, c'est une forteresse hermétique. Elle n'a d'action que de venir chercher, tripatouiller dans vos comptes pour savoir si vous ne lui avez pas détourné quelques Donc vous n'êtes pas concerné par la baisse de l'impôt sur les sociétés? Pas du tout. Enfin, pour une partie d'entre nous, oui. Pour la majorité des professionnels libéraux, non. Or, le BNC est un impôt qui frappe les revenus directement, puisque l'argent que l'on ne prélève pas et qu'on laisse dans l'entreprise, il est fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Donc c'est considérable. Donc la baisse de l'impôt sur les sociétés dans les petites entreprises, les gens, ça les laisse complètement étrangers. Alors bien sûr, il y a parmi nous des entreprises un peu plus structurées qui sont à l'IS. Et bien sur ce sujet-là, de ne pas fiscaliser les sommes que nous ne prélevons pas pour vivre en tant que personne. Revenu, quoi. Au titre du revenu, on n'a aucune écoute là-dessus. Voilà, et puis ensuite, après, moi j'ai un regret, c'est que dans la loi travail, on n'ait pas abaissé le seuil, relevé le seuil de 10 à 20. Parce que franchement, dans une entreprise de 10 personnes, où l'on parle tous les jours à ces 10 collaborateurs avec lesquels on échange en permanence sur tous les sujets. Vous savez, un employeur avec 10 personnes, il gère sa boîte, mais il est aussi assistante sociale. On vit la difficulté des gens au quotidien. Le formalisme de l'élection d'un délégué du personnel, franchement, c'est très éloigné de la préoccupation au quotidien. Et de plus, lorsque vous vous conformez à ces obligations, comment vous faites vivre cela ? Comment vous faites vivre de manière formelle les réunions du délégué du personnel, les réunions avec les autres? Mais ça n'a pas de sens, les gens, ils ne font pas ça. Ben, là aussi, l'écoute... Vous disiez le patron, il fait tout dans les petites boîtes, il peut aussi faire délégué du personnel aussi. Il fait, mais il fait, bien sûr. Plus délégué du personnel, c'est CSE, c'est le comité social et économique. Oui. Mais pour vous rassurer, cher vice-président, 87% des entreprises entre 11 et 20 n'ont pas d'élus. Donc, ça montre bien ce que vous dites. C'est-à-dire que la sociologie, bon, et c'est pour ça, à mon avis, que le gouvernement n'a pas pris le risque d'aligner le droit sur la sociologie pour ne pas courroucer, évidemment, les organisations syndicales. Parce que le résultat était au rendez-vous. Il n'y en a pas. Bien sûr, mais l'obligation de se conformer reste. Voilà, donc c'est l'éloignement de toutes ces dispositions qui, effectivement, vous avez raison, monsieur Le Chypre, vont dans le bon sens. Mais la perception sur le terrain, c'est encore très éloigné des besoins. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Denis Rénal. Vous êtes président de la commission économique et fiscale de l'UNAPL. Oui, donc vaste sujet, merci. J'allais dire, je suis effectivement président de la commission des affaires économiques et fiscales de l'UNAPL. J'ai été aussi président d'un syndicat d'avocats conseil d'entreprise. Donc c'est vrai que le souci de l'entreprise, on le connaît bien. Plus que des professions libérales, je vais dire qu'il faudrait qu'on parle d'entreprises libérales. C'est souvent d'ailleurs les thématiques. Et ici, quel impact sur les entreprises libérales? Il faut bien avoir ça à l'esprit. Ce sera peut-être tout à l'heure ma conclusion, c'est qu'on a peut-être des solutions qui nous appartiennent au-delà de ce qu'on attend toujours des pouvoirs publics. En fait, l'avantage d'un avocat, c'est qu'il peut intervenir après tous les autres. Et pour la défense, moi, j'ai du mal aussi à défendre le bilan tel qu'il est entrepris aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe sur le terrain et ce qui va se passer encore ce prochain week-end, on a du mal à penser à la pérennité de ce que le gouvernement voulait entamer et ce que le Parlement voulait faire évoluer comme texte. Il y a une difficulté aussi, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est que le temps est court, le temps de la communication est court, le temps de la réaction est court, alors que le temps politique est très très long, beaucoup trop long. L'impact
économique de ce qui est prévu par les textes. Il faut déjà que le texte, là maintenant on parle de la loi Pacte, elle devait passer très très rapidement, puis finalement maintenant on a un horizon de la mi-2019 et avec une mise en œuvre en 2020, donc on est dans de loin alors que le désespoir est immédiat. La difficulté est là, c'est vraiment une difficulté d'interprétation de cette crise telle qu'on la vit aujourd'hui. On ne sait pas comment les choses ont évolué. Sur le plan des affaires économiques et fiscales, la fiscalité, on le sait bien, là on a encore l'honneur d'être passé devant le Danemark en ce qui concerne les prélèvements sociaux, donc les prélèvements fiscaux, pardon. D'ailleurs, tout prélèvement confondu, je pense, allons-y. Et ça, c'est assez dramatique pour l'entreprise et l'esprit d'entreprise tel que nous le connaissons, et nous le connaissons en particulier au sein de l'UNAPL. Dans certaines, on voit que la tendance quand même, c'est de prendre en compte aussi l'évolution des données numériques. Ça, il faut vraiment qu'on s'en aperçoive. On sensibilise beaucoup ça dans nos professions, par exemple d'avocats, sur l'évolution des nouvelles technologies en particulier, qui sont, il faut bien s'apercevoir là aussi, dans le temps extrêmement court. C'est pas demain, c'est déjà passé, c'est déjà actuel. Il faut impérativement qu'on évolue dans nos pratiques. Alors évidemment, ça dépend de nos métiers. Ils sont très divers chez les professions libérales. C'est pas la même chose peut-être dans une profession de santé que dans une profession technique ou dans une profession d'avocat. Il y a des statistiques qui sont faites aux États-Unis en particulier sur le modalité de remplacement dans les réglementations et dans la protection des périmètres des différentes professions. Je crois que dans le métier classique d'un expert comptable, c'est-à-dire ce qui est protégé par son monopole, ça doit être à 97% possible de gérer par de l'intelligence économique, voire tout simplement de l'informatique. Dans les métiers d'avocat, par exemple, ça va être plutôt autour de 38%. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment travailler là-dessus, et ça rejoint la thématique, la sous-thématique d'ailleurs que le président Chassan rappelait tout à l'heure de cet atelier, c'est le fait d'affiner sa valeur ajoutée, de réfléchir à la prestation qu'on peut donner, de ne pas toujours compter sur les pouvoirs publics parce qu'a priori on ne peut pas le faire, et d'avancer vraiment parce que nous sommes des entreprises libérales et ces entreprises libérales peuvent se structurer. Aujourd'hui, nous avons des outils. Je veux dire, les uns ou les autres, on est en effectivement 70%, ça a été rappelé là-bas tout à l'heure, pardon, sur la question des professions libérales qui exercent en entreprise individuelle. C'est pas non plus une fatalité. Je veux dire, il y a des systèmes qui existent aujourd'hui de fiscalisation dans des domaines de structure, enfin, où on structure des entreprises libérales, des sociétés d'entreprises libérales. C'est pas forcément quelque chose d'ésotérique, c'est pas forcément quelque chose qui est éloigné de vous. C'est une vraie réflexion que vous devez mener. Et puis la marche notamment de l'impôt sur les sociétés vers la baisse, alors qu'à titre personnel, vous ne pouvez pas investir des sommes sauf à avoir payé l'impôt en totalité dessus, ce qui est quand même une aberration. Et ces systèmes-là existent pour faire des choix que le texte ne vous donne pas directement. C'est-à-dire que le texte vous le donne parce que vous avez des possibilités de structurer différemment votre activité professionnelle pour obtenir un régime qui est le régime qui serait le plus favorable à votre cas particulier. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi, il y a des outils qui existent. Et puis, il y a là-dessus, ces syndicats, vous êtes tous des syndicats, il y a quand même des moyens de pression vis-à-vis des pouvoirs publics. Maintenant, les pouvoirs publics, je veux dire, on sait que les caisses sont vides, donc de toute façon, on a beau manier les trésoreries ou les avantages pour les uns ou les autres, de toute façon, il y a un moment donné, il faut que ce soit repris par ailleurs, puisque on n'arrivera jamais, enfin en tout cas dans une période actuelle, et comme je le disais ce matin à l'atelier que je menais pour la commission en question, c'est qu'il aurait fallu réagir quand les caisses étaient pleines. Maintenant, les caisses sont vides et c'est à vous, je crois, de vous saisir véritablement des problèmes. C'était du temps de Pompidou, ça. Oui. Comme quoi, je ne suis pas non plus un moderne, alors. C'est l'ancien monde. Vous avez encore un point ou... Non, c'est vraiment le message aujourd'hui. C'est vraiment que aujourd'hui, il y a quand même des règles qui existent et les règles vont évoluer. Il fallait le faire évoluer, le temps long et le temps politique, mais vous avez un peu votre avenir entre vos mains quand même. D'accord. Je voudrais poser une question à M. Gartner, justement, sur les professions libérales de santé. Est-ce que le caractère libéral de ces dites professions dans la santé n'est pas menacé ? Aujourd'hui, on voit aussi... Encore plus menacé avec les dispositions qui ont été prises depuis 18 mois. Voilà. Alors, il y a surtout, comme ça a été évoqué tout à l'heure, Ma Santé 2022, avec une loi qui arrive et une organisation territoriale qui veut, bien entendu, reprendre la main avec une gestion par les agences régionales de santé, l'intégration
des autres parties du système de santé non libéral dans l'intégration des structures. Donc c'est évident. C'est aussi, et là aussi, il faut faire la part des choses, et comme ça vient d'être dit, le choix, il est dans nos mains. À un moment, il faut effectivement qu'on ne laisse pas venir les choses et que l'on ne laisse pas sur des organisations qui peuvent être de la permanence des soins, etc., l'État, lui donner la possibilité à l'État de reprendre la main parce qu'on ne l'assure pas. Donc, effectivement, il y a une organisation que nous prônons depuis... Mais comment vous faites matériellement pour éviter que l'État, justement, reprenne la main? Mais je pense quoi la recette? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux de discussion, y compris qui relèvent des professions libérales de santé, autour d'accords, alors soit avec l'assurance maladie, soit entre nous, mais qui nécessitent effectivement de ne pas laisser la porte ouverte par une non-prise en charge. Donc effectivement, nous avons des responsabilités collectives, et le risque, c'est que si nous ne trouvions pas la voie de passage, bien entendu, le côté régalien de l'État reprenne le dessus sur nos professions. Donc il y a un vrai sujet. Et les indications qui ont été données dans les grandes lignes de Ma Santé 2022, c'est une loi qui est quand même, encore une fois, largement tournée autour de la médecine à partir d'une vision d'établissement, avec une possibilité, j'utilisais souvent le terme, de tentacularisation de l'hôpital vers la ville, parce que comme on instaure des systèmes où on raccourcit les temps d'hospitalisation, bien entendu, les systèmes se mettent en place pour reprendre le temps et l'argent, donc bien entendu, qui y est lié, pour permettre à ces structures-là de revenir sur le monde du libéral. Donc il y a une véritable attention, hein. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui relève très clairement aussi pour bonne partie de la nécessité pour nos organisations d'être force de proposition pour ne pas laisser de trous de mythe dans ce que l'on propose pour laisser rentrer les choses. Emmanuel Le Chypre et Monsieur Taugourdeau. Non, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, on rentre dans ce qu'on appelle l'économie de la solution. C'est-à-dire qu'on était dans une économie de la production, une économie dans laquelle vous aviez des entreprises qui fabriquaient des produits, des services et qui les vendaient à des clients qui en devenaient propriétaires. Aujourd'hui, on est dans une économie de la solution, c'est-à-dire qu'on fabrique, on combine des biens et des services pour apporter une solution. Ces solutions sont coproduites en général par les entreprises et par leurs usagers. Je dis usagers parce qu'en plus, on devient de moins en moins propriétaire de ces solutions. Et cette économie de la solution fait de vos professions libérales des acteurs majeurs et l'organisation qui a un avenir considérable, parce que cette économie de la solution, ce qu'il faut bien comprendre, comme l'industrie 4.0 d'ailleurs, c'est le défi de l'individualisation, c'est le défi de la proximité. C'est ça que tout ça permet, cette humanisation technologique en fait. C'est d'avoir beaucoup plus d'individualisation, beaucoup plus de proximité, et donc au final beaucoup plus d'humain et donc de confiance. Et il faut rentrer dans la politique de la solution. Or, aujourd'hui, effectivement, on voit bien que la difficulté de toutes les lois qu'on a évoquées, c'est que ça ne fonctionnera que si y a la révolution des mentalités qui va avec. Or, effectivement, comme on l'a dit, dans la loi Pacte, moi j'en ai parlé avec Bruno Le Maire, je lui ai dit, mais attendez, c'est formidable, mais ça ne marche que si l'administration, finalement, devient une administration bienveillante et pas une administration obsédée par le contrôle, obsédée par l'effet d'aubaine. Ah oui, alors ça, l'obsession, c'est l'effet d'aubaine. Et c'est ça. Et ça, c'est quand même très compliqué à faire changer. Tout ce qu'on dit sur la participation, l'intéressement, ça ne marchera que si les banques changent de mentalité. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que là, on n'ait pas ce changement de mentalité. Et je vous donne juste, pour vous donner une idée de ce qui se passe quand même à l'étranger. Hein, parce que... il y a des choses qui se passent. Regardez sur la santé, regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, notamment au Danemark, par exemple, ce qu'on arrive à faire sur la combinaison de la technologie et du service. Je vous dis juste un truc sur l'administration en Estonie, peut-être vous le savez déjà, mais songez que l'administration estonienne n'a pas le droit de vous demander le même papier 2 fois dans votre vie.
Voilà. Donc, c'est pareil pour les contrôles fiscaux, alors? Bah, c'est pareil pour les contrôles fiscaux. Non, mais tout ça pour dire que, on l'a dit, la dégelée de réformes qui s'est abattue sur les entreprises nécessite des comportements nouveaux. Et qu'il faudrait, je ne sais pas inventer quoi, mais grosso modo que systématiquement l'erreur soit acceptée, reconnue par l'administration comme étant inhérente à ces phases de transformation. C'était une des dispositions du programme de Macron, ça, Emmanuel? Oui, mais concrètement, pour le coup. Mais de toute façon, moi je trouve, pour terminer, je trouve fascinant cette convergence. Si vous voulez, Bercy, ça va devenir fort à la mot. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les entreprises avaient très bien compris depuis longtemps que c'était une forteresse dans laquelle il était impossible de faire pénétrer la moindre idée nouvelle. Et voilà. Les Français commencent à le comprendre. Les politiques le comprennent aussi. Attends, vous discutez avec tous les députés aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont plein d'idées qui remontent du terrain, parce que le nouveau monde, c'est aussi le monde de l'horizontalité, de la transversalité, pas le monde de la verticalité. Et on vous dit que finalement, c'est impossible. Donc quand vous avez les citoyens, les élus, les chefs d'entreprise qui commencent à converger pour... Là, il y a un moment où il va falloir que ça change. Alors, juste pour terminer, il y avait une réunion qui était prévue là d'Emmanuel Macron avec tous les grands directeurs d'administration. Oui. Et donc on se disait, il va leur souffler dans les bronches, il va nous faire le spoil system, c'est-à-dire soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, vous partez. Au revoir, messieurs. J'ai pas de nouvelles je sais pas si. Je crains qu'elle n'ait pas lieu. je ne sais pas. C'est prévu mercredi prochain. C'est prévu mercredi prochain, mais je pense que ça peut être très intéressant parce que ça peut être là encore le début de quelque chose. Monsieur de Gourdeau. Oui, ça va prolonger l'intervention d'Emmanuel. Vous êtes tous d'accord pour. Et vous savez bien, vous, que l'argent public, avant d'être public, il est privé, puisque c'est vous qui le produisez. L'expression reste à charge, zéro pour la Sécu, elle est formidable. Il faut quand même rappeler aux Français qu'ils payent 100% de leur santé. Il est privé. Sauf que c'est vrai que dans une partie de vos professions, vous dépendez à la fois de... Vous avez des revenus qui viennent à la fois de l'argent public et qui étaient privés avant, et vous avez des revenus qui viennent de l'argent privé. Il y a une chose qui est diabolique aujourd'hui, c'est que le système, depuis 4 décennies, depuis qu'on a autorisé l'exécutif à présenter des budgets de la France en déficit, le système, il s'est gavé là-dessus. Hein, et on 1974. L'argent privé qui produit l'argent public est devenu, depuis 40 ans, enfin au bout de 40 ans, dépendant de l'argent public. Je m'explique. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui peuvent s'installer quelque part sans une aide public. Il faut quand même le comprendre, ça. Et c'est très important de comprendre à quel point on est ficelé. Ça veut dire que vous, dans vos professions, vous avez quand même intérêt, si vous ne voulez pas finir tous salariés un jour de grands groupes, et c'est quand même ce qui est enclenché, quand même, quand vous voyez les mutuelles, comment ça s'est passé, enfin bon, bref, et quand vous voyez les pharmacies aujourd'hui, à quelle vitesse elles disparaissent, c'est important. Il faut que vous réclamiez avec nous, enfin moi je le dis, une vraie politique d'aménagement du territoire. Parce que vous avez des territoires aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont plus beaucoup d'argent à eux, et puis qui dépendent de quoi? Il y a eu des groupements hospitaliers territoriaux, là, qui ont été groupés pour les petits hôpitaux de ruraux, qui coûtent beaucoup moins cher que les gros CHU. Il y a 15 ans, les CHU snobaient les petits hôpitaux. Maintenant, ils les regardent avec bienveillance, parce que ça coûte quand même moins cher de mettre quelqu'un en convalescence dans un petit hôpital que de le laisser dans un gros. Mais ce n'est pas suffisant. En faisant ça, on éloigne encore les centres de décision. Et tous les centres de décision se sont éloignés du terrain. Donc, on a quand même oublié comme point positif de citer, cher Alain Griset, la loi proximité cœur de ville quand même, oui, qui est un projet. Alors, pour revenir sur le droit à l'erreur, ça partait d'un bon sentiment, sauf que le droit à l'erreur, il y a 2400 exceptions. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein, il y a 2400 exceptions. C'est presque un spectacle du théâtre des Deux Ânes, ce qu'on fait. Oui, non, mais je pense que je vais peut-être m'y mettre aussi, moi, dans le... Monsieur Anton Mattei. Je voudrais prolonger ce qu'a dit M. Chiffre et qui est essentiel, c'est le changement des comportements. Vous l'avez situé dans la relation entre le citoyen et l'administration. C'est essentiel dans l'entreprise sur le pari qui a été fait de la négociation collective. Et c'est la première fois dans un système juridique qu'on modifie d'abord les règles de droit en pariant que les comportements changeront. Nous sommes encore dans ce pays
et je rencontrais toute la semaine des chefs d'entreprise et des organisations syndicales, dans un dialogue marqué par le dogme, le préjugé, la suspicion, le rapport de force, la tentative d'arnaque. Et nous l'avons écrit dans le rapport Combrexel qui a initié la loi El Khomri et ensuite les ordonnances Macron. Il faut que ce pays change culturellement. Il faut que ce pays apprenne ce qu'est le dialogue. Vous avez cité, M. Chiffre, à juste titre, les pays de l'Europe du Nord. Nous avons à apprendre des autres parce que c'est un enjeu démocratique. Ce qui se joue là, dans cette crise grave, c'est quoi? Au-delà des revendications fortes sur le pouvoir d'achat, c'est la mise à l'écart des corps intermédiaires par ces personnes-là. C'est, comme vous l'avez parfaitement dit dans vos journaux depuis 48 heures, une vraie crise de la démocratie représentative et une montée en puissance de ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire je veux discuter directement avec celui qui a le pouvoir. Ça veut dire que j'écarte les organisations syndicales. Je mets aussi les représentants élus du peuple. Or, bien sûr qu'une démocratie directe peut vivre avec une démocratie représentative, mais il n'y a pas de démocratie sans démocratie représentative forte. Et ça veut donc dire qu'il faut expliquer en permanence que la démocratie, c'est d'abord le dialogue. Ce n'est pas la force, ce n'est pas le rapport de force. C'est la raison pour laquelle, et une question est passée, et je ne voudrais pas qu'on les oublie. Je ne les oublie pas. Non, non, moi non plus. Hein. Comment sortir aussi de la crise? Mais mon Dieu, on a quand même mis en place un Conseil économique et social et environnemental. Pourquoi on ne s'appuie pas sur les socioprofessionnels du Conseil économique, social et environnemental? Nous avons un Sénat qui représente les territoires. Pourquoi on ne s'appuie pas? Ce sont les thermomètres du peuple. Ce sont les thermomètres qui permettent de capter les colères et d'essayer de les canaliser pour les faire remonter. Donc, peut-être que dans les jours qui viennent, si j'étais président, je ne vais pas la chanter. Vous n'êtes pas Michel Sardou, non? Non, mais c'est pour ça que je voulais chanter. Peut-être que je m'appuierai un peu plus sur les institutions fortes de la Ve République qu'on a trop souvent négligées dans ce pays. J'ajouterais... Enfin, attendez, non, mais je veux bien. Oui, Manuel. Non, mais c'est vrai, mais enfin, quelque part, cette défiance, elles l'ont un peu mérité aussi. Hein. C'est-à-dire que ce qu'a produit le dialogue social au cours des 20 dernières années n'est quand même pas d'une efficacité non plus à toute épreuve. Là-dessus, je suis d'accord. Et le problème avec Macron, c'est qu'il considère plus les élus comme des relais qui doivent diffuser sa pensée sur le terrain que comme des relais qui doivent lui remonter la réalité du terrain. Et ça, il faut que ça change un peu. Oui, mais je suis pas là pour faire des commentaires, mais il y a une chose à laquelle il faut que vous songiez aussi, c'est notre système semi-présidentiel qui est, à mon avis, à bout de souffle. Le système institutionnel français fait que, sauf par le passé, mais aujourd'hui, et c'est pour ça que la crise qui existe dans tous les pays d'Europe est plus violente chez nous, c'est que c'est le rapport d'un homme avec un peuple. Et le quinquennat, il Ce n'y qui est pas n'est pour pas le cas rien. dans les autres, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et le quinquennat, il n'y est pas pour rien. Et le quinquennat accentué. Monsieur Griset, je crois, voulait la parole. Et la vertu qu'on a oubliée aussi, parce que ça, les institutions de la Ve République, elles ne peuvent fonctionner qu'avec un exécutif vertueux et un entourage vertueux. Comme le capitalisme, d'ailleurs. Monsieur Griset. Ah, ça va pas être simple. Hein. Bon. Non, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, effectivement, dans la période, vont être extraordinairement fondamentaux. On est tous d'accord dans les entreprises pour constater qu'il y a, et il ne faut pas le contester, il y a des évolutions technologiques, elles sont là, elles vont encore se développer, et elles s'imposent à nous. Et on entend souvent des responsables de l'administration, ou même des ministres, nous dire « Mais attendez, vous n'allez pas assez vite, vous ne savez pas faire, et compagnie. » En réalité, ceux qui ne vont pas assez vite et qui ne savent pas faire, c'est l'État. Parce que les entreprises, cas un cas, s'adaptent, et souvent assez bien et assez vite. Je me souviens, au passage à l'euro, on se disait, mais attendez, les boulangers ne vont pas savoir rendre la monnaie. Il n'y a jamais eu de problème pour rendre la monnaie. Bon. Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle ou pour la modification. Par contre, l'État travaille toujours comme il y a 30 ans. Les lois qui s'appliquent aujourd'hui, je prends l'exemple de la fiscalité. Personne ne s'est taxé, Google, Amazon et autres. C'est des milliards d'euros qui disparaissent. Des milliards d'euros, pourquoi? Parce que la loi fiscale aujourd'hui n'est pas adaptée à cette nouvelle économie. Et donc, ce n'est pas nous qui sommes en retard, c'est l'État qui est en retard. Ça, c'est le premier point.
Et l'État est incapable de se modifier. Deuxième élément, on a un problème de culture profonde, de culture. Je vais vous donner un exemple parce que nous sommes tous dans la vie quotidienne. Moi, j'habite une région formidable, les Hauts-de-France, dans laquelle il y a eu beaucoup de brasseries artisanales qui se sont montées. Ce sont des artisans. Ils font une bière formidable, vous pouvez la goûter, elle est très bonne. Un de nos collègues se fait contrôler, contrôle fiscal. Aucun problème de la comptabilité. Et le prof contrôleur dit, mais attendez, vous avez des cuves là, pour brasser le boulon. Mais les cuves, c'est du matériel industriel. Donc, au niveau de vos taxes, on vous taxe comme industriel, avec les conséquences sur la CFE et compagnie. Le gars, 100 000 euros de taxes en plus, uniquement parce que le contrôleur considérait qu'il était pas artisan, qu'il était industriel. Donc le gars, il était content, il avait trouvé 100 000 balles, et il pouvait partir, c'était bien. Et derrière, ils ont contrôlé tous les brasseurs du département du Nord, et on a dû passer par la loi pour dire qu'à partir du moment où on était entreprise artisanale, on ne pouvait pas taxer comme industriel. Pour changer la mentalité. Le gars, il était content, il contrôle fiscal. Bon. Et donc ça, on se bat tous les jours là-dessus. Parce que nos collègues voient quelquefois quand on arrive à obtenir quelque chose. Mais ils ne voient pas tout ce qu'on évite. Et Dieu sait que dans les fonctions qui sont les nôtres, Philippe, tu as beaucoup travaillé sur la question du handicap, et bien travaillé pour nous. Mais l'idée, c'était de dire qu'en dessous de 20 salariés, on devait payer, là aussi, une contribution, une taxe, une nouvelle taxe. On a maintenu au-dessus de 20. Donc, on a aujourd'hui ce problème de culture. L'entreprise est par principe coupable. La meilleure preuve, c'est que les centres de gestion agréés que nous avions créés pour accompagner les entreprises, l'État aujourd'hui en fait des contrôleurs fiscaux quotidiens. Pour garder l'agrément, et je n'accuse pas nos collègues, hein, mais pour garder l'agrément, on les contraint à faire des contrôles sur pièce tous les jours, faute de quoi ils n'ont plus l'agrément. Et donc on demande à nos collègues de payer pour avoir un cachet en étant contrôlés tous les jours. Et donc cette culture de la méfiance, l'entreprise, elle ne devrait pas être coupable, l'entreprise, elle devrait être considérée comme essentielle. C'est elle qui crée de l'emploi, c'est elle qui crée des richesses, et dans nos pays, l'entreprise est coupable. Et donc ça, c'est un problème de culture. Il faudrait qu'à chaque fois que quelqu'un sort de l'ENA, il aille 6 mois en entreprise avant de commencer à décider quelque chose. Alors, je vais vous demander à tour de rôle 1 minute de conclusion chacun, si vous voulez bien. Vous pouvez vous projeter vers l'avenir, mais on a surtout parlé du passé. Et savoir si votre optimisme est encore existant. J'essayais d'avoir un Monsieur Raynal. Un petit peu optimiste tout à l'heure, mais c'est surtout pour savoir effectivement que pris par tout ce qui se passe aujourd'hui, je voulais simplement dire qu'on avait des clés en main. Il y a une question qui est très intéressante là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est la question à laquelle j'ai répondu finalement tout à l'heure par anticipation. Devons-nous prendre en main notre destin et imposer nos choix pour notre avenir et la survie de nos entreprises de proximité? Je crois que c'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Ça n'empêche pas qu'il faille faire évoluer les choses auprès des pouvoirs publics. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui. C'est vrai que si on doit parler des entreprises libérales, Bercy ne connaît pas les entreprises libérales. Nous nous sommes rendus à Bercy à plusieurs occasions. C'est vraiment un sujet qu'ils ignorent. Le traitement de ce que sont les bénéfices non commerciaux, c'est une ignorance totale. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent que l'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a aussi, dans ce sens-là, une certaine pédagogie. Pour en finir, moi, qu'Emmanuel Le Chypre vienne à la Commission des affaires économiques et fiscales à l'occasion à l'UNAPL. Je crois qu'on aura des grands débats passionnants à mener. Merci beaucoup. On va donner la parole à Emmanuel parce qu'il doit nous quitter. Je suis désolé, je dois vous quitter. Non, moi je vais vous donner ce qui serait pour moi mon scénario de rêve après tout, parce que de toutes les situations de crise, il faut d'abord rappeler que la France s'est sortie dans l'histoire de situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures que celles que nous vivons aujourd'hui. Mon scénario de rêve, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron, il nous dise demain, attendez, j'ai bien compris, vous voulez une grande réforme fiscale, vous voulez une grande réforme de modernisation du service public, j'arrête tout jusqu'à la fin du quinquennat, toutes les réformes que j'avais prévu de faire, les retraites, honnêtement les retraites, ça peut attendre 5 ans, hein, franchement, quand vous regardez l'état des régimes, ça peut attendre 5 ans, et on finit ce quinquennat avec une vraie réforme fiscale, et une réforme de modernisation du service public. Je peux vous dire que s'il fait ça et qu'on arrive à ça au bout des 5 ans, ça n'aura pas été un quinquennat pour rien. Merci.
Merci Emmanuel et bonne journée. Monsieur Picon. Oui, oui, c'est une bonne idée, assiéger la citadelle de Bercy et la redéployer. Il faudra choisir la couleur de votre gilet. Et la redéployer, oui. Non, il y a juste une chose, parce qu'on oppose souvent les territoires et puis Paris. Bon, j'ai lu aussi les aspirations des nouvelles générations à avoir des modalités d'exercice de leur profession différentes. Et tout ça, c'est un sujet que l'on n'a pas évoqué, qui est celui de l'équipement du territoire, notamment en matière de digitalisation. Parce que déplacer, quand on parle de télétravail dans les territoires, c'est compliqué parce que les débits ne sont pas là ou ne sont pas suffisants. Voilà, donc ça, c'est vraiment une priorité, je pense, pour que les Français se retrouvent tous dans les mêmes possibilités d'exercice de leur profession. Et puis ensuite, après, juste un mot sur le prélèvement à la source. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça On n'a pas parlé, c'est vrai. une réforme Macron, parce que, bon, enfin, il l'a validé. Il n'était pas obligé de la faire. Il n'était pas obligé de la faire. Bon, et qui va se conjuguer au mouvement de problème de pouvoir d'achat à partir du 1er janvier. Alors là, pour le coup, le bulletin de salaire est finalement non seulement l'interlocuteur en cas de problème, ça va être l'employeur, mais c'est aussi l'employeur qui va porter la responsabilité d'une baisse du niveau net de salaire. Et ça, c'est un conflit déporté vers nous. Enfin, on n'a pas qualité à se substituer au fisc pour recouvrir l'impôt. C'est à Bercy d'organiser avec qui il veut, mais pas à nous. Merci, Monsieur Tegourdeau. Oui, mais moi, une minute, hein, pas plus. Hein. Combien? Une minute, oui. Non, j'ai fait un rêve qui n'a pas duré longtemps. Moi, je voudrais vraiment, et je vous le dis, il faut qu'on change notre façon de travailler à l'Assemblée nationale si vous voulez vraiment vous être sauvé quelque part, avec un sujet par loi. À chaque fois, il y a plusieurs sujets. Dans la loi Pacte, vous avez la privatisation des aéroports de Paris. Vous avez des privatisations qui n'ont rien à faire là-dedans. Entre parenthèses, c'est plutôt des transmissions entre amis que des privatisations. On aura l'occasion d'en reparler. Les seuils numériques, on travaille comme à l'époque du boulier. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on peut calculer 50 chiffres après la virgule, que tout le monde paye de l'impôt de quantité infinitésimale quand on gagne très peu, et puis de quantité plus importante quand on gagne beaucoup. Mais ça, calculer 50 chiffres après la virgule, ça le fait aussi. Plutôt que d'avoir des seuils où il faut... En France, le match, c'est d'être en haut du seuil du bas, mais surtout pas en bas du seuil du dessus, parce que là, on est mort. Et c'est ça le problème à chaque fois qu'on a. Donc là, le principe de la grande distribution, des impôts moins importants, mais beaucoup plus à en payer, et au bout du compte, Bercy en récupérait beaucoup. Donc faire passer Bercy d'une logique comptable à une logique économique, ça, c'est pas gagné, je vous le dis. Merci pour votre rêve bref. C'est un festival de formules ce matin. Monsieur Gartner. Alors moi, peut-être de dire que ce qu'il faut impérativement qu'on continue effectivement à jouer, c'est le collectif. Parce qu'on voit bien que le rapprochement qui a été fait, une APL, UPA pour former l'U2P, donne de nouvelles possibilités. Quand on est profession libérale, là aussi jouer le collectif. On a parlé de l'opérateur de compétences, c'est ensemble que l'on a la capacité de faire évoluer les choses. Donc mon rêve à moi, c'est toutes ces professions qui ont leurs particularités et leurs ressemblances doivent jouer collectif. Merci, Monsieur Griset. Peut-être deux choses. Première chose, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Léchiffre sur le fait qu'on ait cette grande réflexion sur tous les domaines fiscaux et le fonctionnement de la France. Mais je pense aussi qu'il est indispensable qu'on ait un projet collectif partagé. Aujourd'hui, chaque Français est dans son couloir. Et la France n'a plus de projet collectif partagé. Et ça, je pense que c'est grave. Et puis, deuxième chose, terminer en ce qui me concerne, sur un point positif. Les mouvements actuels, c'est signe de trois fractures. Fracture sociale, fracture territoriale et fracture numérique. Le territoire, de mon point de vue, va jouer un rôle essentiel dans les prochains mois, prochaines années. Le déclassement des territoires, c'est quelque chose qui est très, très marquant. Et nos entreprises
Les entreprises libérales, elles ont un rôle à jouer essentiel, parce que c'est nos entreprises qui sont dans les territoires et qui peuvent renouer la vie des territoires, le service de proximité. Et donc, mon espoir, et je pense qu'on a là un rôle essentiel à jouer, c'est de faire comprendre que nos entreprises sont essentielles à l'aménagement des territoires, au développement économique, et je pense que là-dessus, on a un rôle important à jouer. Merci. Monsieur Anton Mattei, pour conclure. Ce n'est pas un rêve, c'est une conviction et une espérance. Nous avons rendez-vous avec notre histoire démocratique. La démocratie, ce n'est pas simplement les représentants, c'est chaque citoyen qui est comptable de la force de sa démocratie. C'est l'engagement de chacun d'entre nous avec un projet qui est marqué par un mot qui figure là et qui est essentiel, l'humanisme. Et si nous rentrons demain, encore plus qu'hier, dans du digital, 100% digital, 100% humain. 100% humain, 100% proximité. 100% territoire, 100% entreprise qui donne de la proximité. C'est ça l'enjeu, et je rejoins le président Griset, c'est ça le motif d'espérance. Et le motif d'espérance, il est lié, et je réponds à une question, qu'est-ce qu'on peut faire? Engagez-vous, engageons-nous chacun avec nos représentants, avec nos actions de terrain, et surtout dans une démarche extrêmement pédagogique, parce que quand il n'y a pas le sens de l'action, on se perd dans le détail, on se perd dans la chicane, on se perd dans la controverse et on oublie l'essentiel. C'est la raison pour laquelle l'action primera toujours. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Beaucoup de choses ont été dites, des choses brillantes et des choses intéressantes. On va vous donner rendez-vous, n'oubliez pas, à 14h30 ici pour la deuxième table ronde. Mais avant de conclure cette matinée, Michel Chassan prend la parole. Merci Michel.